Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Avec l'influence dont Keynes bénéficie à l'époque, il ne serait pas étonnant de constater que ses essais vaguement imprégnés d'idées eugénistes aient contribué au développement du mouvement à travers également l'Europe occidentale. Mais si notre économiste est influent, c'est vrai, il n'est pourtant pas le complice de quelque manière que ce soit du Parti national-socialiste et de sa montée fulgurante en Allemagne. Pour les magnats du pétrole, par contre, c'est une autre histoire. Mais pas que. En effet, certains capitalistes américains ne sont pas insensibles aux sirènes nationales-socialistes. Ils sont d'ailleurs même choyés par les nouvelles autorités allemandes. Dans son numéro du 4 août 1933, le New York Times rapporte dans un entrefilet que le nouveau chancelier, Adolf Hitler, vient de recevoir une délégation d'hommes d'affaires américains à Berchtesgaden. Parmi les invités, Thorsten Benn, le PDG d'International Telephone and Telegraph, ITT. Parmi les entreprises américaines qui ont travaillé pour le Reich avant et même pendant la guerre, vous avez Ford, General Motors, IBM, DuPont de Nemours, ITT donc, General Electric et j'en passe. Donc il faut savoir aussi que certains fabricants, ça là vous allez tomber de votre chaise je suppose, certains fabricants ont même fabriqué, vendu des camions militaires et des bombardiers à l'Allemagne qui seront utilisés contre les Alliés. C'est totalement aberrant. Quand on regarde parfois l'histoire, la petite histoire qui fait la grande, c'est très très souvent étonnant. Le succès en tout cas de l'eugénisme au sein des sociétés anglo-saxonnes est sans appel. Madison Grant considère ces hommes comme l'excellence de la race blanche, après tout, de quoi flatter pas mal d'ego. Mais revenons au pétrole. Parmi les plus riches mécènes du mouvement, on retrouve Henry Deterding, qui est directeur général de la Royal Dutch Shell et lord de la cour britannique. Alors qu'il fait affaire depuis pas mal de temps déjà dans les puits de Bakou et de Grozny au début des années 20, Staline nationalise l'ensemble des actifs pétroliers occidentaux du pays et réduit à néant tous les investissements de Deterding dans la région. Évidemment, notre industriel le prend plutôt mal, il développe une haine viscérale contre les bolcheviks qui s'accompagne fatalement, de fait, d'une soudaine admiration pour Adolf Hitler. À partir de 1933, Deterding affiche un soutien sans faille au Führer. Il tente même de négocier un monopole sur la distribution du pétrole en Allemagne. Quelques années plus tard, il fait don d'1 million de livres sterling au parti nazi pour soutenir la nation allemande dans sa lutte contre le bolchevisme. Et au même moment, vous avez la famille royale britannique, en tout cas le roi de l'époque, qui va bientôt démissionner, qui a aussi des accointances avec l'Allemagne. Vous voyez que tout n'est pas toujours blanc ou noir dans l'histoire, il y a beaucoup de gris, c'est pas toujours si simple. Aux États-Unis, c'est la même rengaine, comme je viens de vous le dire. Au sein de Big Oil, l'entité collaborative des plus grandes compagnies pétrolières américaines, le président de Texaco agit lui aussi en faveur du Parti national-socialiste. Son nom, Thorkild Rieber. Il est d'abord capitaine de tanker. Quand il a seulement 21 ans, il va vite monter les échelons jusqu'à diriger l'une des figures de proue de l'industrie américaine de l'or noir quand même. Et en 1937, Rieber choisit de s'immiscer dans les affaires espagnoles en ravitaillant l'armée du général Franco en huile, en essence et en gasoil. 3 ans plus tard, il passe à l'Allemagne. Après avoir rendu visite au bras droit d'Hitler, Hermann Göring, Rieber, dont les origines, avec le nom de famille, peuvent laisser penser quand même qu'il a des origines allemandes, en tout cas de cette partie du monde, demande à rencontrer le président Roosevelt pour lui proposer un plan de reddition de la Grande-Bretagne en vue de la victoire allemande. Il faut quand même imaginer ça. Dans la foulée, il finance le déplacement d'un émissaire nazi de Berlin à Washington avec une mission simple, convaincre les Américains d'arrêter d'approvisionner l'armée britannique en pétrole. Évidemment, la Maison-Blanche refuse, mais ces manigances ne sont quand même pas anodines. En fait, il est assez clair que le parti hitlérien trouve chez les industriels américains un soutien conséquent. Si la plupart peuvent lui fournir de l'argent et un point d'ancrage diplomatique jusqu'à Washington, les magnats du pétrole ont eux quelque chose d'encore plus précieux, l'accès à l'or noir. Et coup de chance pour le Führer, c'est exactement ce dont il a besoin. Mais je ne vais pas aller trop vite. Pour réellement comprendre l'ensemble des tenants et des aboutissants de l'alliance entre l'industrie américaine et l'Allemagne pendant l'entre-deux-guerres, il faut se tourner d'abord vers la pétrochimie. C'est vrai que jusqu'à présent, j'ai plutôt laissé de côté, au cours des 2 émissions précédentes, le côté pétrochimie dans l'histoire du pétrole, mais il faut maintenant se pencher sur le sujet qui est extrêmement important. Tout commence à Bâle, en Suisse, lorsque la compagnie Ciba
invente en 1859 la chimie industrielle. Le but, si vous voulez, c'est de transformer des matières premières en molécules et produits utilisables par l'homme. Sa branche principale, la chimie organique, qui manipule les atomes d'hydrogène, de carbone, d'azote et d'oxygène, mais aussi et surtout le charbon. Au début du XXe siècle, l'Allemagne en a des stocks gigantesques. C'est donc sans grande surprise qu'elle multiplie les avancées dans le domaine de la chimie industrielle. Sauf qu'au début des années 30, les États-Unis commencent sérieusement eux aussi à s'intéresser aux procédés. La Standard Oil of New Jersey, notamment, passe de multiples accords avec l'industrie carbochimique allemande pour récupérer les méthodes. Évidemment, il faut peu de temps aux Américains pour développer une nouvelle technique à fort potentiel, la pétrochimie, qui utilise le pétrole et le gaz naturel pour extraire des atomes d'hydrogène et de carbone bien plus efficaces et plus rentables que les atomes trouvés dans le charbon. Prenons cet exemple. En 1925, les plus grandes compagnies allemandes de la chimie se regroupent pour former un conglomérat que vous connaissez certainement, IG Farben. L'entreprise est de taille, ses fonds assurent le bon développement d'un ensemble d'innovations techniques essentielles, et l'une d'entre elles, le procédé Haber-Bosch, qui permet de synthétiser de l'ammoniac, et c'est inventé en 1913. C'est une avancée importante pour l'Allemagne, notamment parce que l'ammoniac industriel assure au pays une production importante d'acide nitrique qui est utilisé dans la préparation de poudre à canon. Je vous rappelle, on est en 1913. En 1918, manque de chance, pour eux en tout cas, les Alliés gagnent la guerre et confisquent aux vaincus le procédé, le brevet en tout cas du procédé Haber-Bosch. Tant pis pour eux. Mais les Allemands continuent quand même leur chemin et deviennent, vers la fin des années 20, les premiers producteurs d'ammoniac au monde. Et il ne faut pas attendre longtemps pour que les États-Unis prennent la relève. Dès 1930, Henry Deterding de la Royal Dutch Shell lance en Californie la première usine de production d'ammoniac utilisant de l'hydrocarbure. Et le succès est sans appel. Ils peuvent désormais eux aussi fabriquer de l'engrais, des pesticides, des médicaments et des explosifs à profusion, et plus facilement que les Allemands, qui plus est. Il ne reste dès lors qu'un seul et dernier obstacle aux Américains pour dominer l'industrie chimique, parce que non, le charbon allemand n'a pas dit son dernier mot. En 1926, le président de la Jersey Standard, Walter Teagle, est invité à visiter les laboratoires d'IG Farben. Notre magnat du pétrole est plutôt fébrile. Les rumeurs vont bon train quant à la naissance d'une technologie qui pourrait remplacer son précieux or noir, juste ici dans les locaux de la compagnie allemande. Et effectivement, quelques années plus tôt, le chimiste Bergius propose un brevet sur la technique d'hydrogénation du charbon. Le principe est simple à vous expliquer. Le charbon chauffé et pressurisé se transforme au miracle en carburant liquide, pouvant aussi bien alimenter des tanks que de simples voitures. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.